Donc, bonjour à tous. Euh, on va passer 1 heure ensemble pour parler en fait d'un sujet qui me préoccupe beaucoup, mais surtout qui m'intéresse énormément, à savoir le dialogue social dans nos organisations, Office de tourisme, CDT, CRT. Et pour me présenter rapidement, pour vous dire pourquoi je suis là, je ne suis pas expert sur le sujet. Je commence déjà peut-être ainsi. En revanche, je travaille à la Mona, je suis chargé de projet, je suis ingénieur pédagogique et ça fait quelques années que je réfléchis en fait aux implications que peuvent provoquer ou faciliter toutes les actions de formation qu'on met en place. Et je me suis posé la question à un moment donné si toutes les formations que l'on met en place dans notre réseau, alors aussi bien nous à la Mona Nouvelle-Aquitaine que Trajectoire Tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes, toute cette professionnalisation provoquait pas mal de changements, pas mal de discussions, pas mal de peut-être de mal-être, pas mal de questionnements en tout cas sur le fait de se former. Pourquoi on se forme? En effet, toujours pour être au top. Mais le fait de se former peut-être pouvait provoquer chez certains certaines formes d'angoisse, à savoir je ne sais pas faire mon travail ou le monde du tourisme va tellement vite qu'il y a une pression pour moi en fait à toujours être formé, être formé. Donc moi, en étant un peu responsable de ça en qualité d'acteur en fait qui propose de la formation à notre réseau, je me suis posé des questions et je me suis beaucoup intéressé à ce qui pouvait se passer du coup dans les organisations et donc à réfléchir aux conditions de travail. Donc je ne suis pas expert sur le sujet du dialogue social. En revanche, j'y ai beaucoup réfléchi et cette année, j'ai mis en place une expérimentation. C'est pour ça que j'ai mis facilitateur Entracte, une expérimentation Entracte que je vous présenterai un petit peu tout à l'heure pour pouvoir en fait faire avancer le sujet. L'Entracte, c'est un accompagnement sur un temps long des managers sur les conditions de travail et la qualité de vie au travail. Et j'ai travaillé cette année avec l'Agence régionale d'amélioration des conditions de travail de la Nouvelle-Aquitaine, qui est un partenaire en fait, privilégié de la MONA, pour permettre en fait, d'avoir de la matière et surtout de comprendre en fait, ce qui se passe en termes de conditions de travail quand on forme les gens. Et quand on subit des fusions ou quand on a des projets en fait, de changement dans nos organisations. Donc voilà un petit peu pourquoi je suis là devant vous. On va faire un focus sur le dialogue social, mais on va surtout après voir comment en fait discuter et échanger et créer des espaces de discussion dans nos organisations. Avant qu'on commence, alors vous ne pouvez pas utiliser le chat, je suis désolé, j'avais déjà une question à vous poser, mais vous allez le faire en fait pour vous. La question que je vais vous poser en fait, c'est qu'est-ce qui vous empêcherait selon vous un dialogue social au sein de vos organisations? Vous pouvez prendre à l'instant, peut-être l'écrire sur une feuille ou vous gardez ça en tête, mais de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait empêcher que le dialogue social se mette, ou le dialogue tout simplement, soit efficace ou tout simplement réel dans vos équipes. Alors, pour information, la barre de chat a été remise en place, donc elle fonctionne. Ah ok, super. Merci Camille. Donc vous pouvez nous partager ça si vous le souhaitez. Le manque de confiance, le manque de temps, pas d'espace, peu de temps prévu pour ça, la posture du manager, personne pas accessible. J'aurais peut-être besoin de précision sur personne pas accessible. Le nombre de lieux, donc j'imagine que c'est les différents bureaux d'information. Pas d'écoute. J'ai besoin de clarification sur ces notions peut-être de personnes pas accessibles ou pas d'écoute.
de la part des équipes, de la part de vous-même, votre posture. La réorganisation des missions suite à une fusion, bien sûr. La méconnaissance des méthodes pour le faire. Pas accessible, paraissant trop occupé, pas prêt à écouter, d'accord. Merci Camille d'avoir remis le chat, hein, c'est plus efficace. D'autres personnes veulent nous partager un frein au dialogue au sein des équipes, la grandeur du territoire, qui revient peut-être au nombre de lieux à couvrir, et donc peut-être à la grandeur des équipes. La crainte du coût, des demandes et des attentes, d'accord. Bon, on va essayer de... On laisse les autres peut-être qu'ils nous écrivent des romans, je ne sais pas. Donc il y a peut-être beaucoup de choses qui empêchent. Bah, je laisse ça là. N'hésitez pas encore à mettre des choses dessus, à interagir. Moi, je vais dérouler la présentation. Et Camille, à mes côtés, donc ma collègue, peut noter des questions que vous avez et on peut les recenser et intervenir à la fin ou durant le séminaire, le web séminaire sur ce sujet. Alors, on va passer 1 heure ensemble. Et moi, ce que je voudrais vraiment atteindre comme objectif, c'est quelle que soit la taille de nos organisations, je voudrais qu'on comprenne que le dialogue social passe par la qualité de vie au travail. Ça, c'est mon objectif. Vous pouvez aussi réagir à ça et me dire en fait ce que vous en pensez. Je vous donne une définition assez large, en fait, notamment celle que donne l'Organisation internationale du travail. Il dit que le dialogue social recouvre toutes les formes de négociation, de consultation, d'information et de concertation entre les représentants des travailleurs et les employeurs, éventuellement les pouvoirs publics, les enjeux politiques et les enjeux sociaux. Malheureusement, alors je dis malheureusement, mais c'est pas comme ça que je devrais le tourner tout de suite, le dialogue social en France renvoie à des composantes liées vraiment d'un point de vue organisation administrative autour de la convention, de la négociation collective. Et en effet, on sait que ça doit intégrer un processus de consultation des institutions représentatives du personnel. Donc, il y a peut-être un biais à le faire de manière, on va dire, formelle. J'ai préparé ce web séminaire avec l'ARACT, c'est-à-dire que je me suis beaucoup aidé des outils dont dispose l'ARACT. Pour moi, ils sont garants de ça. C'est leur expertise. Ils accompagnent tout plein de secteurs d'activité, hein, institutionnels et entreprises, petites et grandes entreprises. Donc, ils ont une boîte à outils conséquente. L'ARACT est composé en fait d'une agence nationale, donc l'ANACT, et dans chaque région, il y a des représentants que je vous encourage d'ailleurs à aller consulter pour travailler tous ces sujets-là. Je vous ai mis une petite image pour vous faire comprendre peut-être ce que moi je ressens. On dit souvent, en fait, il y a le mot galvaudé, peut-être de parler de l'humain, de mettre l'humain au cœur. Et souvent, voilà ce qu'on en fait. On l'enferme dans un cadre qui ne lui permet pas de s'exprimer. On a un métier énormément tourné sur l'humain. Nos organisations, hein, nos OGD, sans les hommes et les femmes qui y travaillent, n'ont plus vraiment le même intérêt et le même sens. Donc, je voudrais vraiment aujourd'hui qu'on discute de ça et qu'on se sensibilise collectivement sur ce sujet. Je vous en ai mis d'autres, voilà, que vous lirez après. On ne va pas les passer en revue, hein, mais des choses intéressantes qui montrent en fait la différence qu'on peut avoir de perception entre salariés, dirigeants, le regard institutionnel, le regard juridique et le regard dialogue social qui a été dit au travail. Tout plein de notions qui sont complexes parfois à faire coïncider.
je pose comme postulat de départ, en fait, que le travail change, le travail a changé et le travail change vite. Et que pour faire face à ce changement, ben, il n'y a pas une façon de faire en particulier. Il y a tout un tas de possibilités. Et souvent, ces possibilités, elles reposent en fait sur la volonté des personnes, sur l'humain avant tout. Et ce qui peut être fait dans une organisation, dans une structure, ne peut pas forcément fonctionner dans une autre. En revanche, ce qui est vrai, à mon sens, c'est qu'il faut accompagner ces mutations du travail. Mais bien sûr, il faut que ça soit cohérent par rapport aux données économiques, techniques, sociales dans l'entreprise, voilà, à ce vers quoi en fait, l'entreprise veut tendre. Donc cette cohérence-là, en fait, elle est complexe. Parce qu'en fait, les gens veulent s'exprimer de plus en plus, le travail change, nos injonctions à développer notre activité font que c'est parfois là, en fait, que le cœur, que le nœud que le nœud se noue. Pardon, désolé pour l'expression. Et on l'a vu, hein, vous exprimez, vous, des difficultés sur le temps, la compréhension de tout ça. Donc, je pense qu'on est dans cette nécessité de cohérence. Ce que nous, on note, et l'ARACT le démontre beaucoup, c'est que les accompagnements en fait, au dialogue social supposent que tout le monde y trouve un intérêt et que les processus de changement comprennent en fait, les intérêts de chacun. C'est certainement en fait, là que repose la réussite des changements, en tout cas d'un point de vue humain. Et on sait aussi que le dialogue social, l'ARACT le dit, c'est un facteur d'efficacité économique et de progrès social. En effet, c'est peut-être tout bête, c'est peut-être plein de bon sens, mais plus on dialogue, plus on trouve des solutions ensemble. Et donc, en fait, plus on est en capacité de bien faire marcher notre structure, et donc que tout le monde y trouve, en fait, l'intérêt et l'envie de continuer à être efficace dans son travail. Le Conseil économique, social et environnement, d'ailleurs, dans un rapport, dans un gros rapport de 2016, pardon, dit la chose suivante. Le dialogue social contribue au sens du travail et à sa qualité. Il garantit ainsi son utilité économique et sociale pour le bien commun. Le bien-être des salariés respectés, écoutés, reconnu, se traduit dans la qualité de vie au travail, la productivité et la compétitivité. Donc cette instance nationale, en fait, nous dit que le dialogue social contribue globalement, en fait, à faire un travail de qualité. Néanmoins, il observe aussi qu'en France, ce que je commençais à vous dire tout à l'heure, en fait, on le voit par le prisme du formalisme et souvent avec une certaine méfiance. En effet, si je donne la parole à mes équipes, peut-être que je ne serai pas en mesure de répondre à leurs questions. Donc voilà, il y a ce petit point-là de difficulté. Alors, certaines évoquaient peut-être un manque de méthode, peut-être que les gens n'ont pas envie ou ne nous écoutent pas. Donc peut-être que du coup, c'est compliqué. Alors, on se cache parfois derrière un document unique de sécurité, on se cache derrière en fait, des aspects très formels pour pouvoir être sûr que voilà, les choses se passent bien d'un point de vue sécurité, bien-être, d'un point de vue sécuritaire, en fait, on va dire. Or, la conviction de l'ANACT, c'est de soutenir toute forme de dialogue permettant aux organisations de trouver ses propres solutions. Et quand je dis c'est la conviction de l'ANACT, honnêtement, je la partage. Pour avoir testé 2-3 petites choses ces derniers temps, je me rends compte qu'il y a une amélioration dans ce sens-là. Je fais un petit point sur le chat de conversation, voir s'il y a des choses qui remontent. Et notamment si, par rapport à ce constat de départ, vous le partagez ou pas du tout. Je continue de dérouler au fur et à mesure. Le dialogue social, on l'a vu, hein, c'est tout un tas de solutions. Il n'y a pas de formalisme, il n'y a pas en fait un cadre simple, on va dire. Donc, je vous ai mis des exemples pour pouvoir en fait permettre que le dialogue social s'enclenche. Par exemple, expérimenter et mettre en place des actions de formation en situation de travail, ce qu'on appelle l'AFEST.
peut-être qu'on pourrait prendre le parti pris pardon, de travailler sur le dialogue social en élaborant une charte sur le télétravail. Peut-être qu'on pourrait, lorsqu'on a un changement profond, on l'a vu tout à l'heure dans des commentaires, une réorganisation, une fusion, mais peut-être même un déménagement ou un réaménagement d'espace, associer les salariés vraiment à la réalisation de ce projet. On pourrait simuler des situations de travail. Pardon, j'ai oublié un S à situation, je suis désolé. Et donc, inventer des situations de travail ou changer des situations de travail, des vies ma vie, pour pouvoir en fait simuler des situations de travail et du coup avoir un regard factuel et objectif sur ce qui se passe. La crise Covid, en plus, a éclairé tout un tas de choses. Pour moi, ça a mis un spot éclairant sur le travail. Et peut-être qu'on pourrait, aujourd'hui, là, ça fait 1 an que le premier confinement, c'est malheureusement la date anniversaire aujourd'hui, on pourrait recueillir l'expression des salariés avec le côté, le mal-être que ça a pu provoquer. Quand je dis le mal-être, c'est le mal-être au travail. On ne peut pas forcément agir sur tous les champs, mais au moins au travail, voir ce que ça a provoqué, recueillir cette expression et l'accueillir. On pourrait se dire qu'on va mettre en place un comité social économique, mais que ce n'est pas une personne qui va le faire en interne. On ne va pas aller chercher un stagiaire pour mettre en place ce qu'on fait déjà et essayer de rentrer ça dans un tableau Excel, mais on va le penser collectivement. Quand je dis penser collectivement, c'est son fonctionnement. Qu'est-ce qu'on va faire de ce comité social et économique? C'est une solution. On pourrait se dire qu'on va réfléchir à l'intégration des nouveaux salariés. On a peut-être, je ne sais pas, un projet de fusion, des nouvelles personnes, un turnover important, des gens qui partent à la retraite. Donc, on va commencer le dialogue social en expliquant notre métier et la structure, mais de manière vraiment construite à l'intégration de nouveaux salariés. On a un changement, on a, je ne sais pas, une fusion ou une défusion, parce qu'on voit que ça commence à arriver. On intègre vraiment, on co-construit collectivement tout ça. Et ce n'est pas une personne qui prend la charge, la direction avec la gouvernance, qui prend la charge de ça, mais elle partage davantage, en fait, ces changements-là. Je suis même allé jusqu'à vous mettre qu'on pourrait, même dans nos OGD, repenser complètement et s'organiser pour devenir des organisations participantes. Alors, derrière organisations participantes, on a les entreprises libérées, mais on a aussi tout un tas d'alternatives en termes d'organisation. Et peut-être qu'on pourrait se dire que nous, moi, OGD, moi, Office de tourisme à cet endroit, parce que j'ai un contexte politique, j'ai un territoire qui le permet, peut-être qu'on pourrait repenser notre organisation. Et puis, je vous ai mis un dernier exemple qui est animer des espaces de discussion. Et c'est plutôt là-dessus que je vais insister aujourd'hui. Parce qu'en discutant avec l'ANACT, ce n'est pas le plus difficile à mettre en place si on a envie de le faire et si on comprend un peu le processus. Ça va? Je regarde si ça va. Oui, il y a une question, Florent, du coup, par rapport à cette question justement du recueil des ressentis des salariés sur cette période de Covid. Donc voilà, on recueille les données, OK, mais qu'est-ce qu'on en fait après? OK. Merci Anne-Lise pour cette question. Je ne vais pas y répondre peut-être tout de suite. Peut-être qu'en déroulant, on aura des éléments de réponse. Ce que je peux commencer à dire, c'est que déjà le recueillir, déjà permettre que chacun s'exprime, c'est déjà un grand pas. Parce que déjà, beaucoup de personnes n'osent pas s'exprimer ou n'utilisent pas en fait le travail, ne se permettent pas dans le cadre du travail d'exprimer un mal-être. Donc peut-être déjà accueillir ça et le permettre. Alors le permettre, c'est dans la forme qu'il faut vraiment s'assurer que ça soit bien fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit en fait pour pointer du doigt un dysfonctionnement de la part du mal-être du salarié. L'accueillir sans jugement et permettre qu'il soit exprimé et ne pas le reformuler. Je pense que c'est le premier peut-être garde-fou que je mettrais, c'est-à-dire que si le salarié évoque un mal-être avec ces mots, ne pas le reformuler pour qu'on garantisse la
son expression et pas qu'on en fasse, nous, notre interprétation. Déjà, je pense que c'est le premier pas. Je pense qu'ensuite, après, ça peut se dérouler, notamment grâce à des espaces de discussion qui permettent en fait de trouver des solutions progressivement. Donc, si tu me permets, Annie, je vais poursuivre et on va voir si après ça répond un peu à ta question. Alors, les espaces de discussion, on refait un petit focus sur ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, les entreprises vivent de nombreuses transformations. Cette fréquence s'accélère. La Covid a en plus, ce que je vous disais tout à l'heure, accentué ces transformations. On a dû télétravailler, voire on a dû, pour moi, travailler à domicile en situation dégradée, parce que je pense que le télétravail il doit être bien mis pour créer les conditions. Et souvent, en fait, on s'est adapté à la dernière minute avec des outils pas forcément adaptés, avec des outils de partage et de travail collaboratif pas forcément adaptés. Donc, on a travaillé à domicile plutôt que télétravailler, selon moi. Donc, je pense que aussi les mots sont importants quand on parle de dialogue social. Et en même temps, les salariés, ils lisent des choses, ils regardent des émissions, ils écoutent des podcasts, ils tombent sur des interviews à la radio. Ils ont de plus en plus besoin de s'exprimer et de parler de leur travail. Le travail occupe tellement de place dans nos vies. Je ne sais pas combien d'heures vous passez au travail par jour, en plus de vos 35 heures. Mais voilà, on passe énormément de temps au travail. Et clairement, en fait, se poser, parler de son travail, de plus en plus de personnes en éprouvent le besoin. Et donc, les espaces de discussion sont là, en fait, pour ça. Ils répondent à cette nécessité. Et ils permettent, en fait, à ce que tout le monde s'exprime sur le travail réel et pas, en fait, sur des perceptions. Mettre en place des espaces de discussion, ce n'est pas fantasmer le fait de discuter. C'est avoir des méthodes et des outils, que je vais vous présenter un petit peu tout à l'heure, pour pouvoir, en fait, exprimer réellement ce qui se passe et pouvoir agir, avec le maître mot d'agir sur le long terme, là-dessus. Donc, imaginer des solutions lorsqu'on a un dysfonctionnement. Peut-être ne pas, je vous refais un feedback d'1 an en arrière, peut-être pas réagir à chaud en disant télétravail, papa, on adapte tout, nos prestataires, on voit tout à zéro. Parce qu'en fait, clairement, ça a créé plein de dysfonctionnements à certains endroits. Et peut-être réfléchir, se poser, discuter réellement sur la situation qui arrive et trouver des solutions ensemble. Parce qu'en fait, il y a à réguler l'activité entre les collègues. C'est des équipes qui bossent ensemble dans les mêmes locaux, du jour au lendemain, en fait, se voir éclater, soit à cause d'une fusion, soit à cause de la Covid, et bien, clairement, il y a à réguler cette activité. Et comme ce sont que des hommes et des femmes qui travaillent, clairement, il ne faut pas sous-estimer ce rôle-là. Et peut-être qu'il faut aussi réfléchir à, en fait, mon collègue, mon voisin a fait ça, mais nous, on est notre réalité. Voilà, donc il faut aussi peut-être ne pas en fait tomber dans le copier-coller de ce qui peut se passer. Donc c'est là où on parle réellement de notre travail. En effet, il y a plein d'écueils à ça. Hop, je vais parce que... Par exemple, que le pouvoir décisionnel soit vraiment éloigné de la réalité du terrain. Difficulté de travailler avec les équipes, difficulté de parler le même dialogue, la direction qui ne passe jamais à l'accueil, qui a une vision très gestionnaire de son entreprise, qui connaît peu ses prestataires, qui laisse en fait les chargés de prestat travailler avec les prestataires, l'équipe accueil travailler avec l'accueil. Donc en fait, clairement, tout de suite, là, on s'aperçoit qu'il y a des petites difficultés sur les réalités de chacun. Que le management soit directif. C'est-à-dire que rentrer dans une phase d'inclusion pour mettre le débat au travail, l'idée, ce n'est pas d'aller chercher l'approbation ou faire que mon management ou ma vision des choses, si je suis manager, s'impose. Et faciliter le dialogue social, c'est accepter que la discussion embarque des solutions dans un lieu qu'on n'avait pas forcément imaginé. Donc ça, c'est aussi important de le considérer. Ce sont les principaux écueils que pointe l'ARACT. L'autre, c'est des faibles marges de manœuvre des acteurs qui sont sur le terrain, des conseillers en séjour qui doivent réaménager leur espace d'accueil
elles n'ont pas la main sur ça, alors que c'est elles au quotidien qui vont vivre avec. Et donc, si elles sont mal, quand je dis elles, pardon, si ces personnes-là sont mal, en fait, dans leur travail au quotidien, avec les espaces que leur impose, en fait, la gouvernance, la direction, euh, euh, un architecte, euh, elles vont forcément être plus en difficulté pour bien faire leur travail. Donc ça, c'est la faible marge de manœuvre, par exemple, des acteurs qui seront sur le terrain. Ce qui est difficile aussi, c'est si on sent que le collectif s'effrite, qu'il y a des tensions, que les gens ne s'apprécient pas, que les fusions n'ont pas été préparées, que les équipes ont mis un an à se voir alors qu'elles étaient déjà fusionnées, que voilà, tout un tas de choses en fait. Le collectif, il n'est pas créé, il s'effrite. Parler vraiment des conditions de travail et trouver des solutions, ça peut être un frein. Donc pour ça, en fait, vraiment repartir de la base et peut-être recommencer à zéro ce dialogue social. Et en effet, un des freins, c'est de ne pas y consacrer du temps. Clairement, si on veut que ça fonctionne, on ne peut pas dire autre chose qu'il faut prendre le temps que ça fonctionne. Parce qu'on parle d'humain, on parle d'accompagner la transformation, on parle de travailler ensemble, on parle d'alignement des points de vue, et on parle de perception de son travail. Donc, en fait, considérer que ça prend du temps est déjà, je pense, un facteur de réussite. Et en effet, pour ne pas en fait, aller vers plus d'approbation que de discussion, et bien, s'outiller et avoir des méthodes. Et notamment, travailler sur sa posture, mais peut-être s'entourer de personnes qui ont des méthodes, qui ont des outils, qui facilitent en fait la prise de parole. Donc, on n'est pas dans une animation ou dans une réunion descendante, mais on est bien dans un processus de facilitation grâce à des méthodes et des outils pour pouvoir élaborer en fait un dialogue social réussi à travers les espaces de discussion. Camille, je fais un petit point, ça va? Voilà, pour le moment, pas de questions. Ok. Je déroule un peu. La RACT, avec une étude européenne, a montré que les organisations je vais le refaire autrement, pardon, que plus les organisations s'impliquent, je veux dire, dans le dialogue social, plus le bien-être au travail augmente. C'est-à-dire que le bien-être augmente et par définition, la qualité du travail fourni par les équipes en termes opérationnels augmente. Donc en fait, c'est peut-être tout bête, mais plus on s'implique, plus on prend du temps là-dessus, ben, grosso modo, en fait, plus le travail est bien fait et plus des gens considèrent et ont envie et s'impliquent, voire s'engagent dans leur travail. Maintenant, je voudrais vous dérouler un petit peu les principes des espaces de discussion pour voir un petit peu, pour vous donner quelques petites billes. Bien sûr, là, en quelques minutes, on n'a pas le temps d'aller bien plus loin. Je vous dresse un portrait vraiment global avec des mots-clés qui vous permettent, en fait, vous, après, d'enclencher. Les espaces de discussion sont des espaces collectifs qui permettent d'échanger sur son expérience de travail et de faire face, en fait, aux enjeux, aux règles du métier, aux missions propres, qui permet en fait d'exprimer le sens de l'activité, les ressources dont on dispose, les contraintes au quotidien que l'on a. Mettre tout ça noir sur blanc, en fait, avec un jeu de cartes mentales ou de maps, permet en fait de comprendre que peut-être on souhaite aller dans une direction ou emmener une équipe dans une direction, alors qu'elle a des contraintes toutes bêtes qui la freinent tous les jours. Donc voilà, permettre, grâce à des espaces collectifs, d'échanger sur son expérience et les enjeux qu'on y voit dans son travail est déjà une bonne chose. L'idée, c'est bien que la discussion porte sur l'activité réelle du travail. Ça implique qu'on traite le pourquoi on travaille et le comment on travaille. Et donc, on fasse le focus sur les conditions dont on dispose. Les conditions dont on dispose, les moyens dont dispose l'entreprise, les caractéristiques des individus en fait, quand ils sont au travail, leurs conditions de travail, leur écosystème autour d'eux, le bruit, la lumière,
Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on n'était pas forcément en télétravail tous, mais que souvent on était en travail dégradé à domicile. C'est parce qu'en fait, nos conditions de travail n'étaient pas complètement intégrées dans le fait que, bah oui, on est obligé d'être confiné, donc on télétravaille. Et derrière le mot télétravail, en fait, ben, il y en a des entreprises qui ont mis des années en fait, à construire une charte de télétravail et que les gens puissent télétravailler correctement dans les bonnes conditions. Quand je dis les bonnes conditions, c'est en effet, il y avait les enfants à garder, mais il y avait en fait des écrans, une connexion, d'avoir des outils qui permettent en fait d'échanger entre les collègues, de construire sur des outils collaboratifs des projets. Donc voilà, toutes ces conditions-là de travail doivent être réunies pour pouvoir y arriver. Et là, on parle vraiment de l'activité et de réellement ce qui se passe au travail. Et cette discussion, en fait, elle doit se dérouler dans un cadre. C'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui, on va parler du travail. Ouais, on fera un petit point lors de la prochaine réunion d'équipe où on parlera de ce qui s'est passé au travail, de comment vous avez vécu votre travail. Ouais. Les one-shots comme ça, en fait, ne vont pas provoquer de réels changements. Ils vont peut-être permettre d'améliorer certaines choses, et donc c'est déjà bien de le faire. Mais en revanche, voilà, il faut que tout le monde, le collectif à 100%, soit intégré dans cette stratégie-là. Et si possible, qu'il y ait une répartition des rôles progressivement pour que les règles soient co-construites et appropriées par tous, et non pas en fait détenues par une seule personne. C'est pour ça qu'on parle d'espace collectif. Et là, je vous ai fait un petit focus sur l'animation de tout ça. Tout à l'heure, en fait, on avait des personnes qui nous parlaient de temps, de méthode et de posture. Donc, ça fait écho avec cette diapo-là. Intégrer et animer les espaces de discussion, faciliter le dialogue social dans son organisation, nécessite en fait de poser sa place et son rôle. Je peux être manager, je peux être représentant du personnel, je peux être une équipe, je peux être une personne choisie par l'équipe. Je peux être le représentant du personnel. Mettre en place une démarche d'espace de discussion doit être communiqué. Et je dois indiquer mon rôle et ma place dans ceci. C'est-à-dire que j'acte avec le collectif que désormais, ma mission, mon rôle, c'est de favoriser le dialogue social dans l'entreprise. Pour ça, en fait, je me forme ou je me renseigne, tout au moins, ou je m'entoure pour avoir les connaissances fondamentales nécessaires pour permettre de questionner réellement le travail, ce que je vous disais tout à l'heure, et pas de fantasmer le fait de pouvoir réussir à en discuter. Donc, prendre le temps, définir son rôle, sa place, se former, si possible, et maîtriser, en fait, un processus dans un temps long. La création des conditions à l'amont, jusqu'au déploiement d'actions favorisant le dialogue social. Donc, considérer que c'est un espace quelque chose qui prend du temps et pas lâcher le processus pour X ou Y raison. C'est-à-dire que sans se lancer dans cette démarche-là nécessite en fait de se former, de tenir son rôle et de tenir sa place. Et donc, sa posture. On passe dans une posture de facilitateur. La posture de facilitateur, en fait, elle est importante. Elle permet de ne pas reformuler ou travestir les propos qui sont tenus. Faciliter un collectif, c'est de l'amener vers là où il veut aller et non pas vers là où on veut qu'il aille. Ça, c'est quand on anime, quand on dirige, quand on pilote. Là, c'est de garantir un rôle de facilitateur pour que les productions soient appropriées par le groupe. Diriger, en fait, un dialogue social, eh bien, dans le mot diriger le dialogue social, il y aura en fait le fait que les productions produites ne seront pas forcément comprises et assimilées parce qu'elles ne seront pas intégrées et co-construites. Donc, on est vraiment dans des postures de facilitation. Et donc, je vous encourage aussi à, dans les
connaissances fondamentales pour questionner le travail, c'est aussi à intégrer la facilitation pour pouvoir en fait permettre que les échanges se fassent. J'espère que je suis clair. J'essaye de l'être en tout cas. Petit point timing, il nous reste un quart d'heure. Je pense qu'on est pile poil. On a vu, je vous ai déroulé en fait ma conviction et je vais vous présenter la mise en place d'un espace de discussion. Alors, dans les grandes lignes, hein, bien sûr, en 10 minutes, c'est très compliqué. Mais je vous ai fait un avant, pendant, après, grosso modo, pour pouvoir enclencher des petites choses. Avant, et notamment s'il n'y a pas forcément déjà de choses engagées, c'est de développer une ingénierie adaptée. C'est-à-dire que la personne qui va être en charge de ça, elle va ce qu'on appelle en fait designer un petit peu son déroulement. Elle va réfléchir à la finalité de tout ça. La question qu'elle va se poser, en fait, c'est à l'issue de ce travail-là, qu'est-ce qu'on veut produire? Et la deuxième question derrière, c'est à l'issue de cette production, qu'est-ce qu'on va faire de la production qui sera faite? C'est-à-dire comment on va vraiment organiser tout ça. Donc, réfléchir globalement dans tout ça. Donc, travailler la finalité, réfléchir au processus de prise de décision. On reste dans la facilitation. Interroger toutes les parties prenantes. Et puis, respecter des règles voilà, on va dire, d'humanité, en fait. Si on met en place des espaces de discussion, eh bien, on est prêt à dialoguer. Et on fait ça avec le sourire. On ne fait pas ça, en fait, ce n'est pas une charge de travail en plus, ce n'est pas quelque chose qui nous est imposé, on ne fait pas ça parce qu'il faut le faire. Voilà, et on informe les salariés de la démarche, très en amont. Voilà, en fait, où on veut aller. Merci de nous informer, de nous accueillir là-dessus, de nous dire, en fait, pour vous, c'est quoi, en fait, un espace de discussion, pour vous, c'est quoi dialoguer, pour vous, voilà. Commencer à faire, à informer les salariés de manière très factuelle sur l'intention qu'il y a derrière, pour leur dire que voilà, on a une intention forte, et puis derrière, commencer à leur permettre de s'exprimer. Et de leur dire qui vous êtes et quel rôle vous allez avoir. Et quelles seront donc vos responsabilités dans cette démarche. Moi, je suis en charge de favoriser, de faciliter le dialogue social dans mon organisation. C'est mon rôle. Il est donné par le collectif, il est donné par la direction, peu importe. Je suis responsable de cette démarche. Et donc, en fait, je crée les conditions pour que ça fonctionne. Et je m'assure de l'organisation. Intégrer, en fait, cette démarche-là nécessite de le faire dans les bonnes conditions. On parle de conditions de travail. Donc, on va dire par bon sens, par capillarité, réfléchir à l'organisation de ces espaces de discussion est primordial. Les lieux, les horaires, la convocation des personnes, trouver des lieux favorables à la discussion, de la lumière, des fauteuils, pas de table, pour que les gens discutent, comme si on était en fait en train de discuter sur la terrasse avec ses amis. Enfin, grosso modo, pour schématiser un petit peu On discute mieux dans un espace ouvert qui est favorable à ça. Donc voilà un petit peu grosso modo les étapes en amont. C'est vraiment simplifié, je suis désolé, hein, mais c'est pour pouvoir déjà se faire une idée. Pendant le déroulement de cette phase-là, notamment si c'est le premier espace de discussion qui est mis en place, c'est vraiment prendre le temps au démarrage de reclarifier tout ça. On est dans de l'inclusion, on est dans de la facilitation, donc les mots sont importants. On pose le cadre, on est garant du cadre, on rappelle les intentions, les objectifs, et on prend le temps de répondre à toutes les questions qui peuvent être posées. Et il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des questions à accueillir. Et peut-être que le premier espace de discussion, ça peut être 2 heures, rien que ça. Et aucun problème n'est réglé, entre guillemets, problème. Mais c'est garantir la réussite derrière. Et puis après, timer et progresser, en fait, avoir une ligne du temps
par rapport en fait, au cadre qui est posé, à l'intention et aux objectifs qui sont donnés, ben, de mettre une ligne du temps en place avec un rétro-planning, hein, grosso modo comme une gestion de projet toute bête, et de rappeler en fait progressivement l'avancée des séances, avoir un document synthèse partagé par tous, voire collaboratif, où les gens peuvent s'exprimer, commenter des choses, mais en tout cas en fait qu'il y a un relevé de séance à chaque fois propre à la réalité du travail et à ce qui est vécu. Et pas, j'ai pas encore vraiment insisté, mais j'espère que ça va sans le dire, et pas en fait sur un dossier ou une mission. On ne fait pas le point dans ces espaces-là sur une mission particulière, en fait. Je ne sais pas, moi, un atelier de formation avec les acteurs locaux. Là, on parle des missions. L'idée, c'est de vraiment recentrer sur comment on vit notre travail, comment notre travail est perçu, quelles sont nos conditions pour y arriver. Ça, en fait, si ça, c'est fait, après, derrière, monter une formation pour les acteurs locaux, ça se fera beaucoup plus facilement. Euh, Pensez toujours à des temps d'inclusion et rappeler les règles d'échange. On est dans des postures de facilitation. Je vous invite à regarder vraiment ce qu'il y a derrière les postures de facilitation. Mais tout à l'heure, ce que j'ai tenté de faire en fait avec l'inclusion, c'est de vous poser une question pour vous mettre dans le sujet. Donc vraiment tout le temps au démarrage, avoir des temps d'inclusion et laisser en fait l'expression des gens avant chaque démarrage et pas forcément y répondre. Y répondre ne va pas forcément donner la réponse, mais permettre aux gens de s'exprimer avec des questions ouvertes qui ne demandent pas une réponse permet déjà en fait que les gens ils savent où ils sont et rappeler les règles d'échange. Les règles d'échange qui peuvent être toutes bêtes à mise en place, c'est l'écoute. Quand quelqu'un parle, les autres se taisent ou ne parlent pas à côté. Quand je veux la parole, j'attends qu'elle me soit donnée. Quand j'ai quelque chose à dire d'important, je me le note dans un coin et quand c'est à mon tour de parler, je l'évoque. Je parle avec des mots simples, je formule en fait un besoin et non pas en fait des problèmes. Voilà, j'essaie de toujours faire du positif. Et on centre bien en fait les chances que j'ai tout à l'heure en fait sur comment on travaille et pourquoi on travaille. Pas sur nos missions ou du quotidien, mais voilà, sur les moyens dont on dispose pour travailler. Et en fait, après chaque séance, on fait une synthèse. Il y a plusieurs façons de voir les synthèses, hein. Ça peut être une synthèse à la volée, qui reprend 100% de ce qui a été dit. Et après, là, c'est à la responsabilité, à la charge de chacun d'en prendre connaissance. Ou alors, on fait vraiment une synthèse sur les choses clés ou les points clés que le collectif a validés. Et on ouvre en fait sur une prochaine étape en disant, ben, la prochaine fois, collectivement, est-ce qu'on va travailler sur ce sujet-là? Comment vous le voyez pour avancer là-dessus? Donc, en fait, on fait avancer le projet comme ça. Et après, pour pouvoir faciliter tout ça, on n'est pas obligé de le faire seul. C'est-à-dire que mettre en place des espaces de discussion permet de la coopération. Et peut-être s'appuyer en fait sur les compétences des uns et des autres pour pouvoir en fait faire que un rendu de séance soit joli. Moi, je ne sais pas faire, je suis en charge du projet, mais peut-être que parmi les participants, quelqu'un sait très bien dessiner, quelqu'un a fait des belles photos et il peut documenter, ressourcer les productions du groupe, faire quelque chose en plus de sympa et favoriser en fait la montée en compétences et l'expression des talents de chacun dans ces espaces-là. Parfois, je sais pas, quelqu'un est fan de la photo, a des talents de photographe dans vos équipes, et pour autant, il ne peut jamais s'exprimer dans son travail. Et ben, peut-être que dans des espaces comme ceci, il peut permettre en fait de révéler certains talents. C'était le petit point, mais qui permet en fait voilà, de s'appuyer en coopération sur la force des participants. Et puis, bien sûr, toujours partager ces productions et pas que les délivrer, par exemple, à l'encadrement, à la direction, aux représentants du personnel, mais bien en fait libérer ces productions. Et ensuite, voilà, on est dans une gestion de projet, s'assurer que les actions qu'on a validées collectivement, elles se mettent en place. Et si elles ne se mettent pas en place, comprendre pourquoi elles ne se mettent pas en place et pas juger le fait qu'elles ne se mettent pas en place. Si elles ne se mettent pas en place, c'est peut-être qu'il y a eu de l'injonction. Peut-être qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été comprises. Peut-être qu'il n'y a pas eu le temps, alors qu'on s'est dit qu'on prendrait le temps de le faire. Donc réfléchir à cette notion du temps. Est-ce que du coup, en fait, on n'est pas encore une fois dans le fait qu'on n'a pas créé les conditions
pour que des actions d'amélioration se mettent en place. Parce qu'en fait, on n'a pas arrêté les activités qu'on faisait à côté. S'assurer de mettre les conditions pour que les gens travaillent bien ensemble, c'est peut-être de réduire 2-3 petites choses du quotidien. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps et que forcément, il y a des contreparties. Et puis, globalement, toujours tenir le groupe informé des réflexions, des actions qui sont conduites, notamment, par exemple, si les actions sont propres à un secteur dans l'entreprise, informer aussi les autres de ces avancées pour en fait tuiler et faire que les informations passent. Et qu'en fait, on voit des progressions. Voir des progressions permet en fait à chacun de se projeter. Voilà. J'ai à peu près dit ce que je voulais vous partager. Il me reste combien de temps? Il me reste 10 minutes pour accueillir quelques questions, même si je ne suis peut-être pas forcément la bonne personne pour y répondre. Mais en tout cas, on pourra les recueillir et vous les traiter. Camille, tu as noté 2-3 choses? Oui, il y a quelques questions sur la slide sur laquelle tu positionnais sur l'avant. Donc, on me demande s'il est possible de faire intervenir une personne extérieure, type psychologue du travail, ou s'il vaut mieux que ce soit forcément quelqu'un de l'équipe. Ouais, s'entourer de personnes compétentes, c'est bien. Honnêtement, ça peut permettre d'enclencher des choses. J'ai un petit bémol sur psychologue du travail. Je ne sais pas si c'est réellement la bonne personne. Je n'ai pas d'avis contre, hein. Ce n'est pas franchement un avis négatif que je formule. Mais si voilà, l'approche n'est peut-être pas forcément sur de la psychologie. Ça peut plutôt être des postures de facilitateurs ou des gens qui ont l'habitude de faire émerger des solutions en groupe, peut-être de la créativité. Il y a tout un tas de méthodes, en fait. Mais pourquoi pas, en fait, lors d'un premier rendez-vous ou lors d'un second rendez-vous. Peut-être que le premier rendez-vous, c'est de formaliser ce qu'on va faire. Et peut-être que l'idée de faire intervenir un spécialiste avec une casquette un peu psychologie au travail va permettre de faire émerger des choses. Donc plutôt l'accueillir dans ce sens et faire participer le groupe à ce choix-là. Je pense que ça me semble peut-être une réponse. Ok, merci. Une deuxième question sur la durée pour les espaces de discussion et le nombre de participants idéal. Quel format est-ce qu'il faut prévoir en fait? Si vous avez des équipes de plus de 50, en effet, c'est compliqué. Il y a des méthodes, hein, et en effet, les méthodes diffèrent si on est un groupe de 5 autour d'une table plutôt que si on est 50. Je n'ai pas de réponse, honnêtement. Je ne sais pas quel est le nombre de participants idéal. En tout cas, la dynamique de groupe, qu'elle soit en formation, en collectif, c'est entre 8 et 15 personnes. Au-delà, en dessous de 8, il y a un processus naturel, en fait, qui se fait, qu'il y a des gens qui vont prendre du leadership. Et donc, peut-être que ça va être compliqué de les canaliser. Et au-delà de 15, 20, 25, jusqu'à 50, là, c'est très compliqué que certaines personnes s'expriment, parce qu'il y a la peur, en fait, du nombre. Donc, je me dirais que pour bien commencer, il faut s'assurer de la dynamique de groupe. Et voilà, les chiffres qu'on donne sur la dynamique de groupe, c'est entre 8 et 12 personnes. Donc, commencer avec un collectif de 10 me paraît très, très bien. Et après, la durée d'un espace de discussion, je pense qu'il ne faut pas y consacrer la journée. Clairement, vaut mieux plusieurs rendez-vous de 2 heures qu'une journée ou de 2 jours là-dessus, quoi. Parce qu'il y a des processus, il faut intégrer la maturation et le fait qu'on ne décrète pas du jour au lendemain que les gens puissent s'exprimer sur leur travail, parce que même eux doivent mûrir et progresser sur ah oui, on me demande de parler de mes conditions de travail. Je ne suis pas forcément habitué. Donc, ce n'est pas facile de s'exprimer. Donc, moi, je dirais plutôt des petites séances régulières plutôt que des grands ramdams de 2 jours. Ok, merci pour cette réponse. J'ai une autre question, je ne sais pas si elle est bien peut-être à reformuler, sur la slide pendant, du coup, qui a été posée sur les thématiques. Est-ce qu'elles sont à déterminer lors de ce premier EDD? Ouais. Les thématiques, je ne sais pas. Je peux peut-être préciser, du coup, c'était moi qui avais posé la question, effectivement.
La question, c'était de savoir, est-ce qu'il faut arriver avec déjà une idée de ce vers quoi on veut les amener, ou c'est vraiment, on pose la question de comment vous vivez vos conditions de travail, et c'est le groupe qui met en place son plan d'action. Ouais, je dirais que ce qui est plutôt intéressant, c'est de pas dire là où tu veux les amener, mais de poser l'intention que tu veux mettre en place un dialogue social pour que les gens s'expriment. Et en effet, peut-être via de la félicitation, des tours de parole, chacun s'exprime sur ce qu'il voudrait en fait voir émerger comme thématique. Et peut-être après, avec des processus aussi d'animation et de facilitation, eh bien, faire de la pondération pour voir en fait ce que le groupe, collectivement, souhaite travailler de manière prioritaire. Donc, je ne sais pas s'il y a 30 idées qui sont formulées par l'équipe, eh bien, réfléchir avec de la pondération à ce que peut-être qu'il y a 3, 4 idées qui émergent et que la priorité, d'un point de vue collectif, c'est de travailler sur ces champs-là, même si les autres sont importantes. En tout cas, d'un point de vue collectif, le collectif souhaite aller dans cette direction-là. Donc, c'est ça la posture de facilitation, en fait. Grosso modo, c'est ça qu'il faut avoir. Et même si vous, votre idée première, elle n'est pas votée, ou elle ne ressort pas par le collectif, eh bien, il faut réussir à s'asseoir dessus et l'amener différemment, progressivement, peut-être, sans malice, hein. Mais voilà, c'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas forcément la bonne idée, en fait, et qu'il faut accepter d'aller dans ce sens-là. Et progressivement, si vous, ça vous tient à cœur, eh bien, vous ferez comme les autres pour qui, en fait, leurs idées n'ont pas été soutenues. Ils vont en parler. Ils vont réussir à en parler progressivement et peut-être que ça deviendra nécessaire de traiter cette thématique-là. Donc moi, je fonctionnerais plutôt comme ça, en fait. Il y a encore deux questions, Florent. La première, quelles seraient les compétences clés à maîtriser pour animer efficacement un EDD? Ben, moi, je redirais la posture de facilitateur, se former à la facilitation. Euh, je peux vous en parler parce que je viens de passer 6 jours de formation. Je viens de me former à ça toute cette année 2020. Et j'étais formateur occasionnel, hein, j'étais animateur de réseau et j'ai acquis une nouvelle compétence de facilitation et ce n'est pas la même chose. Et donc, je dirais que la première des compétences, en fait, c'est d'être facilitateur d'un collectif. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, s'asseoir en fait sur ce que nous on a, accepter que nos méthodes ne sont pas les bonnes et faire en fonction de l'évolution du groupe. Et en fait, tout ça, il y a des techniques un petit peu derrière, des techniques, des outils, des méthodes, mais surtout des postures à acquérir. Donc moi, je dirais que ce serait pour moi la principale compétence que je vois. J'imagine que d'autres compétences sont nécessaires sur la connaissance propre du monde du travail, avoir des données sur le code du travail, avoir un historique sur l'évolution du travail depuis certaines années, de comprendre en fait ce qui se passe dans, on va dire, les neurosciences sont aussi des compétences, on va dire, intellectuelles à avoir. Mais ce n'est pas celle à mettre en avant. Je pense que c'est surtout celle à mettre en avant, c'est de comprendre ce qui se passe dans la tête de vos équipes. Alors, on va faire peut-être une dernière question avant de clôturer. Une question sur le fait d'inviter à participer voilà, les participants sous la forme du volontariat ou bien de les convoquer. Ouais, bonne question. Je dirais que si on prend le temps d'expliquer que pour nous, c'est prioritaire et d'expliquer pourquoi c'est prioritaire, ben, on a observé des dysfonctionnements. L'année 2020 nous a perturbés. Je ne sais pas, la fusion nous a perturbés. On a vraiment envie de faire que dans notre équipe, ça se passe bien. Et on veut réussir à faire un dialogue social de qualité et à mettre en place des espaces de discussion de qualité pour que tout le monde se sente bien dans son travail. Euh, vient qui veut, en fait. Vient qui veut, mais d'accueillir, en fait, le fait que s'il y a 10 personnes la première fois, il y en aura peut-être 12 la prochaine fois parce que les gens en auront parlé. Et de ne pas, en fait, dire, bah, tu n'es pas venu la première fois, bah, tu n'es plus convoqué à cet espace-là, ça ne t'appartient pas. Accepter peut-être le cheminement interne et ne pas dire faut convoquer, faut participer pour participer.
moi, je dirais en fait, plutôt expliquez-vous ce que vous voulez faire et laissez la possibilité aux gens d'y adhérer et de leur dire d'y adhérer au moins dans l'intention et après dans le présentiel. Leur rappeler peut-être le cheminement qu'il y a derrière, ce que vous avez en tête en termes d'intention, même si ça va peut-être bouger. Notamment, je ne sais pas, moi, une réunion régulièrement tous les 2 mois, l'idée d'en parler lors d'un séminaire d'équipe, plutôt que de parler, en fait, je ne sais pas, moi, du prochain CA ou des choses comme ça, ou de préparer tout ça, mais de vraiment réfléchir, en fait, à ce qui s'est passé durant cette année. Voilà, peut-être donner un peu votre objectif pour que les gens puissent ou aient envie d'y aller. Et puis peut-être accueillir le fait que les gens qui ne viennent pas, ils sont peut-être réfractaires, ils ne sont peut-être pas ouverts, mais surtout qu'ils ont peut-être peur et que c'est possible en fait, que du coup, ça les angoisse de parler de leur travail, ils ont peut-être peur de s'exprimer auprès des collègues, ils ont peut-être des tensions avec la direction, avec certains membres, et que là, ils vont être mis en difficulté. Donc comprendre en fait pourquoi ils ne viendraient pas, ceux qui viennent pas. Donc moi, je partirais du principe de ne pas convoquer avec le côté convocation obligatoire, quoi, en fait. Mais bien d'accueillir en fait les décisions de chacun et peut-être en parler lors du premier espace de discussion, en fait. Bah, tout le monde n'est pas venu. On essaie de comprendre pourquoi. Et là, on en revient dans les intentions, dans le fait que tout le monde s'exprime, que peut-être tout le monde repose des questions. Et la première séance est peut-être juste pour purger, enfin, tout au moins épurer tout ça, en fait. OK. Je voulais vous faire un petit focus sur l'entracte, mais on n'a pas le temps de le faire. En tout cas, je vous invite à regarder ce qu'on a expérimenté en Nouvelle-Aquitaine à travers le parcours entracte, où on a mis des managers pendant une année ensemble pour réfléchir à la qualité de vie au travail. Et donc, il y a un article ressource sur le site de la Mona et un témoignage d'une des entractées, parce que la personne qui a suivi ça, on les a appelés des entractés. Donc, ça vous permettra peut-être d'en savoir un petit peu plus et de voir en fait pourquoi en fait, je suis là devant vous et pourquoi on se pose ces questions-là, nous, à la Mona, et qu'on veut travailler de cette façon-là. Donc, voilà, je vous invite à regarder un petit peu ça. Alors, c'est une pause inspirante. C'est-à-dire qu'on a permis à des managers d'échanger sur les conditions de travail, ce qui se passe dans leur travail, de trouver des freins et des limites, de lever des freins et de comprendre les limites qu'il y a en fait aux espaces de discussion, à la co-construction en équipe, au dialogue social d'une manière globale. Et donc, nous, on a aussi appris en fait pas mal dans cette expérimentation pour pouvoir en fait derrière proposer des actions de formation plus ciblées, des choses comme ça. Et donc, je vous propose j'ai encore 3 slides. Après, c'est bon, Camille, promis. Une première sur 3 formations qui sont délivrées par le réseau ANACT, que je vous livre ici et que je vous invite à regarder. Tout ce qui se passe en matière de négociation des accords de qualité de vie au travail et d'égalité professionnelle. L'ANACT a un catalogue de formations, un peu comme la Mona et Trajectoire Tourisme. Ils ont des formations très précises et très pointues, ce qui répond en fait peut-être aux problématiques de quelles compétences avoir quand on est animateur, de savoir en fait l'évaluation de ce qu'est la charge de travail pour un salarié, et puis peut-être aider à la mise en place d'un CSE qui prend bien en compte les conditions de travail. Donc voilà, je vous fais part de ça. Côté Trajectoire Tourisme, il y a une formation bientôt sur la maîtrise des règles de dialogue social. Elle est le 5 mai à Grenoble. Je n'ai pas le niveau des inscriptions, mais voilà, pour l'instant, elle est prévue en présentiel. Ce que je sais, c'est qu'en fonction des contraintes, mais ça, c'est comme nous en Nouvelle-Aquitaine, elle peut être en distanciel. Donc ça, c'est à voir avec Trajectoire Tourisme. En tout cas, il y a une formation sur ce sujet-là prochainement, en fait, dans votre région. Et côté Nouvelle-Aquitaine, je vous en ai mis 2. Je vous en ai mis une sur la formation en situation de travail, qui n'est pas forcément tout de suite dédiée, en fait, aux espaces de discussion et au dialogue social, mais qui permet, en fait, à travers la formation en situation de travail, de parler peut-être des conditions de travail, de ce qui se passe. Donc, on a cette formation-là à Bègle. Et puis, on a 2 sessions sur la sensibilisation à la qualité de vie au travail. Une à la fin du mois prochain,
à Mel et une à la fin de l'année à Mont-de-Marsan. Donc, je vous invite aussi à regarder ça de près. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie beaucoup. J'espère que c'était bien, que ça vous a éclairé. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai bien aimé, en fait, vous délivrer mon point de vue là-dessus. Et voilà, je suis très heureux de l'avoir fait. Merci Florent. Ouais. Merci à tous. À bientôt tout le monde. Passez une bonne journée. Au revoir.